Comment les FDLR se ravitaillent-ils et d'où tirent-ils leur source de financement? Cette question semble être une question anaconda. Elle semble être une question à plusieurs têtes, mais nous allons quand même nous permettre d'y répondre et de pouvoir aider qui veut savoir et comprendre ces systèmes. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 24 du mois d'août. Il ne reste que 6 jours pour que ce mois finisse. Nous venons vers vous ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure, cela dépend du moment où vous nous suivez, pour partager, parler et échanger ensemble avec vous. Alors, si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons d'abord de nous aider et de les liker, de partager et surtout rester connectés. Restez connectés à nous puisque nous allons partager chaque fois tout ce qui est bon. Ne manquez pas de nous suivre sur nos plateformes TikTok, YouTube et Facebook. Ne manquez pas aussi de souscrire à notre groupe restreint sur YouTube. Quelques informations du jour sont à la une aujourd'hui. Premièrement, aujourd'hui, il y aura la première mission conjointe entre la FARDC et l'AFC Barème 23. D'office, ils vont travailler en collaboration pour aller dans une mission d'observation selon le dernier communiqué de l'esprit de Suisse, se référant aux accords de Doha. Au Doha et avec des partenaires des USA, le Togo et tout le monde. Cela veut dire que qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ils vont aller à Minembwe, où ils vont aller, ils vont prendre un avion à partir de Goma, un hélico de la MONUSCO va les prendre à partir de Goma. Ils vont aller à Minembwe, arriver à Minembwe. Ça va être de militaires, une partie de militaires de la FARDC, une autre partie de militaires du gouvernement de l'AFC Barème 23, avec des observateurs de la MONUSCO. Ça doit être, il peut y avoir un chef de mission, il peut y avoir aussi des militaires. Je ne sais pas si à cette équipe, on va penser à joindre, par exemple, un militaire de la SADC ou deux, les militaires dans les cadres de l'Union africaine, et peut-être un ou deux de l'Union européenne étant des partenaires pour aller voir et comprendre ce qui se passe sur terrain. C'est-à-dire, ils vont arriver à Minembwe, ils doivent prendre des images, ils doivent prendre des témoignages du dernier bombardement, c'était quand, c'était où, à quelle heure, tout ça. Et après, ils vont venir faire les rapports pour pointer du doigt qui l'a fait. Et comme ils vont mettre en place un agenda, peut-être nous allons avoir accès à cet agenda plus tard, peut-être nous allons avoir aussi accès au communiqué de la journée, c'est-à-dire le rapport qu'ils vont faire, mais les rapports ne sont pas des rapports publiés, ce sont des rapports qui sont envoyés dans tous les états-majors. C'est-à-dire et l'AFC et la FARDC vont tomber d'accord qu'à telle heure, tel jour, il y a eu tel bombardement, il y a eu telle place, et avant que chacun ne partage l'information à leur canal, ils doivent quand même s'attendre sur certains points. Et comme vous le savez, est-ce que cela va constituer un frein pour les opérations? Ça peut constituer un frein ou bien ça peut ne pas, puisque c'est lui qui va violer. Ces gens-là n'ont pas vocation de stopper la guerre. Ça, il faut se mettre en tête. Ils n'ont pas vocation de stopper la guerre. Ils vont juste aller voir qui a violé quoi, comment et quand. Et c'est un groupe de 5 militaires. D'ailleurs, la FARDC, la fois passée, vous allez vous rappeler que le M23 avait renvoyé celui qui était prévu pour l'une des personnes qui était dans l'équipe de la FARDC. Donc, si on l'a déjà remplacé, peut-être, ou soit ils vont rester les 4 ou qui vont aller là-bas. Alors, une autre information aujourd'hui, c'est que le président du Rwanda va avoir une conférence de presse d'ici 14 heures. Et je pense que ça va être vraiment important de le suivre et de l'écouter. Nous allons faire de notre mieux pour essayer un peu quand même de relayer quelque chose. Alors nous étions en train de répondre à une question aussi importante. Comment les FDLR se ravitaillent-ils ou bien comment les FDLR trouvent-ils, d'où tirent-ils leur financement? Pour répondre à cette question, nous devons remonter dans les temps. Nous sommes en 1994. Ils traversent la RDC. Ils n'étaient pas des FDLR, c'était des réfugiés Hutus. Ils arrivent, ils sont cantonnés à Mugunga et dans d'autres camps, vous le savez. Lorsque l'AFDL avance en 1996, les premières des personnes qui les ont donné des armes, c'était, bien qu'ils avaient des armes, mais le contingent
zaïrois de l'époque, ils avaient donné des armes à plusieurs Hutus pour se protéger et se défendre. Et c'est de là que la collaboration, bien qu'elle existait, la collaboration entre les phases de l'époque et ces groupes Hutus ont pris beaucoup plus de l'ampleur, bien que le politique y collaborait. Alors, plus tard, ils se retrouvent dans des forêts, ils ont commencé à combattre ensemble. La guerre de l'AFDL est passée, Mouzé a pris le pouvoir, et avec Mouzé, il y a eu certaines collaborations. Mais toujours, il y a un lien avec les ex-phases. Et quand Mouzé est parti, à l'arrivée de Joseph, je vais vous amener 2 témoignages qui, les FDLR eux-mêmes, disent que Joseph Kabila avait refusé toute collaboration avec eux, puisqu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas se retrouver dans les histoires dans lesquelles son père s'était retrouvé. Et plus tard, ça nous informe que ce sont les ex-phases qui vont prendre contact avec eux. Et après Kabila, Joseph, c'est Félix qui arrive au pouvoir. Mais là, Félix, ouvertement, il collabore avec eux. D'abord, Félix a commencé à les combattre lorsqu'ils étaient en bon terme avec Kagame, vers 2019, vous vous rappelez, l'opération, ils étaient partis pour abattre Mudachumura, mais plus tard, dans les coulisses, ils ont pris contact avec lui et les FARDC, les anciens des phases ont pris contact à la fois, les Mobutistes ainsi que les ex-phases ont pris contact avec les FDLR. Et à partir de ça, les FDLR reçoivent exclusivement leur financement en armes et en argent du gouvernement congolais. En échange de quoi, les FDLR ils participent dans les opérations, les FDLR forment le groupe d'autodéfense et même certains FARDC, puisque les FDLR ont des formateurs ou bien ils ont des équipes de formation solides. Alors le gouvernement congolais utilise les FDLR pour former la FARDC dans certains coins, former aussi les Wazalendo, où aujourd'hui c'est officiel et le gouvernement a appris ça. Et pour les FDLR, ils reçoivent en contrepartie, premièrement, beaucoup de munitions, beaucoup des armes. C'est pourquoi les FDLR sont toujours à la première ligne de front pour passer les messages à Félix qui sont en train de combattre pour lui. Donc, vous comprenez qu'ils reçoivent et l'argent, ils reçoivent et des munitions. Les derniers éléments en date, ils sont beaucoup, mais on va seulement prendre l'illustration de ce qui s'est passé au mois d'avril à Pinga, où les FARDC sont partis leur donner des armes, ils sont partis donner aussi l'argent. Et les FARDC les aident aussi avec l'appui communicationnel. Par ailleurs, selon des sources FDLR, au courant depuis 2024, la FARDC, c'est-à-dire Félix, avait demandé à ce qu'on prenne des éléments des FDLR, ceux qui sont compétents, pour aller les former dans la question de guidage ou bien la manipulation des drones. Ainsi, il y a eu près de 2500 FDLR qui ont reçu des formations, comment manipuler et comment faire orienter les drones. Le 2500 représente l'effectif qui ont été envoyés dans certaines opérations pour intégrer certaines choses et pour être avec eux. Ça, c'est un. Alors, deuxième élément. Le financement, je viens de vous dire que ça vient du gouvernement congolais qui leur donne l'argent, il leur paye. Comment il se finance aussi? Un autre moyen, mécanisme par lequel il se finance. Vous savez que la partie est de la RDC est dans les Katanga et partout, même dans la province orientale, puisque aujourd'hui ils sont un peu partout, a des carrés miniers qui sont inaccessibles. En voiture, en camion et tout. Mais les FDLR ont la capacité d'aller dans la profondeur de ces carrières-là. C'est comme ça qu'eux, ils vont exploiter les minerais congolais. Ils exploitent à la fois du coltan, de la castérite. Je me rappelle même un qui a parlé j'ai suivi un témoignage d'un FDLR avant. Il était en train de parler même du mercure rouge. Je ne confirme pas, mais je vous dis ce qu'eux ils disaient. Alors, c'est dans ce sens que lorsque eux, ils récupèrent le minerai, quand ils prennent ces minéraux-là, vu qu'ils n'ont pas la facilité d'aller dans ces coins-là, et vu qu'eux ne peuvent pas vendre, ils utilisent la main-d'œuvre congolaise qui va vendre pour eux et qui les ramène. Donc le minerai,
c'est vraiment un instrument de guerre pour eux. Alors, quand on parle de minerais de guerre, quand on parle de minerais que l'on prend en RDC, les gens ont toujours tendance à regarder d'abord le Rwanda et ne pas voir la main importante des FDLR. Et il faut noter que les FDLR, dans tout ce qu'ils font, ils sont couverts et à la fois par le gouvernement et par des politiques et par des militaires. Puisqu'avec les militaires, ils font le business. Je vais vous expliquer lesquels. Et avec les politiques, ils font aussi des business. Les politiques le payent. Les politiques leur demandent de surveiller les carrés miniers. Et certains, plusieurs fois, les politiques reçoivent la couverture de ces FDLR, par exemple pour des questions liées à des carrés miniers, par exemple pour des questions liées à des protections des sites. Vous allez voir par exemple dans les Chabunda, les Kamituga, lorsqu'ils exploitent les FDLR, en grande partie, ils les exploitaient pour le gouvernement de Kinshasa. Rappelez-vous de cette photo que j'ai toujours dit, de Nyakeru qui est parti visiter un FDLR à l'hôpital à Kinshasa, un élément de CRAP. Il faut se poser la question, dès lors que Nyakeru est beaucoup plus dans l'or, et il était réputé avec les Chinois dans l'or, et il va protéger il va assister un FDLR à l'hôpital, alors que les FDLR sont premièrement réputés d'exploiter les minéraux, l'or et tout. Et de l'autre côté, des gens tels que l'exemple patente, les gens tels que les Bitakwira, les FDLR ont plusieurs fois bâti campagne pour que les gens tels que les Bitakwira passent, des campagnes électorales aussi. Pourquoi? Puisque dans les sites Kivu, là où la CENI allait avec, ce sont les FDLR qui faisaient leur protection, qui leur gardaient. Et pour cela, comme ce sont des entités qui étaient occupées par les FDLR avaient l'obligation de battre campagne pour celui qui les appuie. Ainsi que celui qui les appuie va aussi leur donner une couverture de tout ce sens-là, discuter de leurs choses et aussi autre chose, trop d'histoire. Alors, deuxième moyen, ça nous parlons d'abord de minerais, deuxième moyen de financement des FDLR, c'est dans l'immobilier. C'est-à-dire l'argent qui régénère de mines, l'argent qui régénère, ils achètent des maisons dans des grandes villes. À Kinshasa, les FDLR ont des maisons. À Goma, à Bukavu, Beni, Butembo, le Kassindi, un peu partout là-bas, jusque dans le Bunia, hein, Kisangani, ils ont des maisons. C'est pourquoi je vous dis que quand je suis en train de voir Félix qui dit qu'il vient avec un document pour essayer de démanteler, et les FDLR ont accepté de signer, c'est faux. C'est faux puisque ça ne peut pas réussir car les systèmes dans lequel les FDLR se sont assis pendant des années, ne pourra pas être démantelé pas comme ça, comme si on était en train de dévisser un boulot. Alors, c'est comme ils achètent des maisons, les gens louent leurs maisons, mais ils les louent ne sachant pas que ce sont des maisons des FDLR. Puisque les FDLR, ils achètent des maisons sous couverture de plusieurs personnes. Ils peuvent me contacter. Kamani, nous avons $1 million, mais nous voulons à ce qu'on achète des biens à votre nom, que toi tu vas juste recevoir ta part, moi je vais recevoir ma part. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent dans beaucoup de millions. Tu vas te poser la question, mais il ne fait pas ça, mais comment il a eu tout ce million ici? Alors quand on leur paye, vous récupérez votre commission, et ils vous disent seulement où vous allez déposer. Vous pouvez déposer dans un compte sous le nom de quelqu'un, et celui-là, il va revenir. Donc, les jours où il faut faire un coup de filet, c'est un grand coup de filet de ces choses qui est tellement profond. 3. Le matériel roulant. Ils achètent beaucoup de camions, beaucoup de jeeps, et ces camions, ils les font envoyer dans plusieurs axes avec des gestions, comme ils le font avec ce que je viens de vous expliquer, de l'immobilier. Troisièmement, les commerces de chanvre. Les FDLR font cultiver dans beaucoup d'endroits les chanvres. Et c'est avec les chanvres qu'ils font ce business avec la FRDC. Beaucoup des officiers FRDC trafiquent le chanvre avec les FDLR. Bien qu'ils trafiquent aussi les minerais, mais ils trafiquent le chanvre avec eux. Lorsque j'ai appris récemment que Mwindo Nzangi est parti dire qu'à Beni et Butembo que le chanvre permet à ce que si on fait la culture de chanvre, ça permet à ce qu'on trouve, je ne sais pas si c'est des tennis ou de quelque chose pour l'uniforme. Je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas en train de faciliter encore le business des FDLR qui sont connus, qu'ils vendent le chanvre et que Mwindo Nzangi veut les aider à continuer dans le chanvre.
J'ai parlé de minerais, j'ai parlé de l'immobilier, j'ai parlé du chanvre, le braconnage. Dans le parc, un peu partout, le braconnage et le commerce des ivoires. Ils tuent beaucoup des éléphants, ils tuent des hippopotames, ils tuent des rhinocéros pour récupérer l'ivoire, ils le vendent dans plusieurs marchés. Beaucoup de choses qui se vendent à Nairobi, en Ouganda, peut-être en passant aussi par le Rwanda, par des personnes interposées, ils sont un business vendu, un business propre aux FDLR. Mais la plupart, ils écoulent souvent vers Kenya, Ouganda, le Burundi, la Tanzanie. Ils évitent un peu de traçage, puisque si on vous attrape, par exemple, au Rwanda, vous êtes en train de faire un business. Et personne ne va se dire que moi, je fais le business pour les FDLR, quand même. C'est donc. Alors, autrement, à part le braconnage, la vente de braise. Beaucoup d'arbres, on sait que la quantité de braise qui descend à Goma et à Bukavu et un peu ailleurs dans des grandes villes, ça vient des FDLR. Alors, ils ont mis en place un grand mécanisme pour s'autosuffire et avoir suffisamment de l'argent. Et c'est comme ça, ils utilisent aussi cette influence pour leur lobbying, tout ça. Il ne faut pas oublier les cotisations internationales aussi. Il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui leur envoient l'argent, mais ce n'est pas suffisamment. Ce n'est pas suffisant pour leur permettre à faire ce dont ils ont à faire. Leur première préoccupation, c'est de trouver des armes et des munitions. Et eux, ils ne peuvent pas acheter des armes et des munitions. Ils ne peuvent que les récupérer auprès des FARDC et les recevoir des FARDC. Mais vous allez me dire, mais les ex-FARDC en question qui les appuyaient, ils sont déjà morts, ils sont vieillis, ils ne sont plus dans les affaires. Mais leurs enfants sont là, puisque et les FDLR, l'idéologie a été transmise aux enfants. Et c'est comme ça qu'eux aussi ont transmis. Et c'est comme ça qu'eux aussi ont permis à ce que les enfants de leurs enfants connaissent ce qui se passe et que ceux qui sont dans les politiques et les FARDC et le FAS aussi continuent. Nous prenons le cas de Kao Mandungu, qui est politique, mais qui continue à collaborer avec eux dans le souci et l'objectif d'arriver à un seul but. Mais tout ce qui centralise ces choses, je l'ai dit dans mon jeu d'analyse que je fais hier, c'est le mauvais discours qui est derrière ça. Il y a un discours que les FDLR font véhiculer, disant que les Tutsis sont en train de vouloir récupérer leurs terres et que les Bantous doivent s'unir ensemble pour se battre avec eux. Puisque eux, ils ont la haine vis-à-vis des Tutsis, mais ils enveniment toute la communauté congolaise avec ignorance et les gens entrent dans ça. C'est pourquoi, avec ces discours, ça facilite Félix dans ses projets qu'il a, et notamment celui des changements de la Constitution. Il sait que, je l'ai dit hier, qu'avec le changement de la Constitution, il y a risque que Félix, d'abord, il faut oublier que Félix il n'a jamais oublié cette pensée, il n'a jamais abandonné ça. Et d'ici, après ce tralala, il va toujours vouloir amener les gens vers le changement de la Constitution. Et s'il se retrouve qu'il y a mutinerie ou bien il y a soulèvement de la population, il doit avoir une armée qui le protège. Et dans cette armée qui le protège, ce sont les FDLR. Et vous le savez, je vous le dis hier, que les FDLR sont à la fois dans ces forces spéciales, les tigres, les serpents noirs, toutes ces unités nouvelles que vous êtes en train de voir, il y a beaucoup de FDLR dedans, sous l'uniforme FARDC. Et même dans les FNDB, dans les forces burundaises, il y a des FARDC et il y a des FDLR sous l'uniforme des FDLR. Dans les Wazalendo, il y a des FDLR. Donc, ils sont tellement éparpillés qu'il sera difficile. Le mécanisme que Félix est en train d'amener, où on va signer un document et puis ils vont sortir. Ceux qui vont sortir, ça sera des vieillards. On va amener par exemple des gens de 60 ans, 65 ans qui ne peuvent plus faire la guerre. On va vous amener des armes qui sont rouillées, et 3, on va amener 3, 4 armes. On dit, allez faire du scénario et les gens vont croire à ça. Donc voilà un peu un gros plan de ce que je voulais vous faire comprendre par rapport aux sources de financement des FDLR. Ne manquez pas. N'oubliez pas de souscrire et restez connectés avec nous. Souscrivez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, devenez membre et dans les jours à venir, nous allons avoir des choses spéciales à discuter avec le membre. Merci à tous qui ont suivi ceci. Que dites-vous? Est-ce que vous pensez que ces mécanismes des FDLR vont-ils stopper ou comment? Je serai à votre disposition si vous pensez que peut-être vous